Cette semaine, dans le balado, on danse sur les airs de la chanson Mr. Bojangles. Ça va plutôt mal pour un patron et on replonge dans le multivers Marvel. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai retrouvé la flamme d'écouter des excellents films. J'ai repogné le beat. À cause de tes vacances, t'étais encore un peu en décalage? Ou... Ouais, c'est ça. On dirait que j'étais pas remis à retravailler, relancer et tout. Ouais, toi, t'es revenu au travail avant le retour du balado, puis tu as eu ça comme progressif. Moi, c'est... Il faut dire que ton retour, c'était quand même assez intense la semaine dernière. Là. Il y avait des films quand même. Ouais, exact. Il fallait être fait fort. Avant de parler des nouveautés de la semaine, un petit tour d'horizon. On commence par bande-annonce. Toi, t'en as souligné une. Oui, qui est tout fraîche, en tout cas d'aujourd'hui, jour d'enregistrement. C'est le drame familial The Son de Florian Zeller. C'est lui qui avait fait The Father. Alors, c'est ça, je sais pas ce qui est dans la lignée familiale là, de faire des drames sur tous les membres d'une fratrie. Et qui avait permis de remporter le meilleur scénario adapté, qui en fait était une adaptation de sa propre pièce de théâtre, et le meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Ouais. Et Anthony Hopkins est encore au générique cette fois, mais les acteurs principaux sont plus Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern. Fait qu'on comprend rapidement, c'est un homme qui a eu une ancienne femme et un adolescent. Maintenant, il y a une nouvelle femme et un jeune bébé. Sauf que là, l'ex puis l'ado rappliquent, puis les relations sont tendues, surtout par rapport à son adolescent. Je pense qu'il est obligé de l'héberger, puis qu'avec sa nouvelle femme, ça clash vraiment beaucoup dans une quête de recherche, d'amour-propre, si on veut, et tout. Fait que moi, j'aime bien ce genre de drame, mais c'est sûr que c'est pas Jojo. Et là, ça a l'air de faire la route des festivals. Là, entre autres, ça va être présenté au TIFF là, dans quelques semaines à Toronto. Puis au niveau de la date de sortie, on parle de décembre, mais souvent ça sort en sortie limitée, puis finalement c'est plus en janvier que ça ouvre à grand public, puis ils vont positionner, on vise les prix et tout. Là, ouais. C'est ça, ils vont positionner pour les Golden Globes et les Oscars. Ouais, surtout que c'est ça, son dernier film en 2021, il a rapporté 2 statuettes, fait que c'est un bon prétendant. Tout à fait. Et c'est encore une adaptation d'une de ses pièces de théâtre, à ce Florian. Pour ma part, on va dans un registre complètement différent. Je dois avouer que ça fait quelques mois, peut-être depuis le printemps, qu'il y a comme un petit buzz, en fait, en tout cas, peut-être sur les sites que moi je fréquente de cinéma. Un buzz comme une abeille attirée par le miel. Voilà. Écoute, j'en avais entendu parler de ce concept qui est assez audacieux. Donc, le film, c'est Winnie the Pooh, Blood and Honey. Alors, qui est un film anglais par un réalisateur Rice Frake Waterfield, que je ne connais pas. Je pense que j'ai fait des petits films indépendants. Donc, l'idée derrière le film, le concept, est quand même assez original, je trouve. Alors, ici, par la prémisse, ici, Christopher Robin, donc qui est le personnage évidemment mythique de l'univers de Winnie l'ourson, avait quitté ses amis pour le collège ou l'université. Là, donc, c'est un Christopher Robin un peu plus vieux. Et qui retourne les voir après quelques années d'absence, mais que les animaux, finalement, ils auraient comme retrouvé leur sens animal, leur côté plus bestial, sauvage, oui, effectivement. Ça. Mais je trouve ça drôle parce qu'un cochon, c'est pas si agressif que ça. Là, donc, le film est un film d'horreur, un slasher, donc vraiment Winnie the Pooh et Porcinet sont les deux tueurs, les deux personnages là-dedans là, qui vont s'en prendre à Christopher Robin et ses amis là, qui se réunissent chez lui. Pourquoi il n'y a pas d'autres personnages? C'est vraiment juste une question de droit, parce que Winnie the Pooh est tombé dans les droits libres de droit, finalement. Ouais. Là. Mais Disney conserve leur représentation visuelle de ces personnages-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un Winnie the Pooh avec son chandail rouge. Donc, il a mis une chemise de bûcheron. Il a l'air d'être comme mi-humain, mi-ours. Là. J'ai hâte de voir dans le film les pattes, comment ils font ça. Oui, effectivement, parce qu'on ne voit pas encore grand-chose d'eux, mais évidemment, c'est incarné par des humains. Là. Ils sont vraiment animorphes, qu'on dit. Là. Ils sont vraiment debout, comme des humains, mais juste une tête d'animal. Là. Donc, très curieux de voir ça. Mais esthétiquement, ça a l'air quand même le fun. Mais juste pour la prémisse, moi, c'est certain que je vais aller voir ça. Ça a l'air d'une production très indépendante, mais j'imagine que justement, on l'a dit, l'engouement, la curiosité, le buzz qu'il y a autour de ça fait que d'après moi, ça va être distribué à l'international. Il va y avoir des acheteurs un peu partout pour l'aventure, là, à moins que ce soit catastrophique, là, mais je souhaite pas.
Mais tu sais, en tout cas, la bande-annonce, moi, est assez vendeuse. Là. Il a l'air d'avoir des scènes assez trash, là. Je pense que... J'ai vu pire comme film d'horreur, là, on s'entend. Quelqu'un qui connaît ses codes du genre. Donc, voilà pour les bandes annonces. Actu, je te lance la balle, vas-y. D'abord, les Oscars, déjà, je sais pas si tu avais vu, non. Ça a quand même fait surprise, le film que le Canada va soumettre pour les Oscars. Ça s'appelle Printemps éternel, Eternal Spring, et pour la première fois depuis 2007, c'est pas un film québécois. Okay. Fait que c'est un film canadien, évidemment. De Première Nation, j'imagine? Non, c'est chinois, en fait. Okay. C'est Jason Loftus, qui est un Torontois, il a été choisi son film parmi les 16 productions qui avaient été soumises. Là, je sais pas c'est quoi, là, toutes les 16 films québécois hot, non, je sais pas, et de Première Nation de la dernière année. Mais c'est un documentaire animé. Okay. Fait que ça se passe au début 2000 quand... il y avait eu le signal de télévision d'État chinoise, il avait été piraté par des membres de Falun Gong, qui était une association spirituelle qui était interdite en Chine. Mm-hmm. Fait qu'ils eux veulent mettre en lumière le récit mensonger, là, selon la production du film et tout, évidemment, du gouvernement chinois. Fait que c'est un peu ce qu'on dit ici, c'est juste la façon polie de on contrôle beaucoup les gens et les médias en Chine. Fait que, puis s'ensuit aussi, il y a plein de rafles policières, dont une ça met en lumière le récit d'un BDiste chinois qui a écrit beaucoup pour des DC Comics puis des Marvel, des choses comme ça. Fait qu'on est dans le docu animé et ça a l'air super intéressant, mais c'est comme sorti de nulle part. Honnêtement, je sais même pas qui distribue le film, mais dans genre 3 semaines, le 23 septembre, dans 1 mois à peu près, il va être disponible dans quelques cinémas. Ça reste un cinéma de genre, de répertoire un peu, on veut. Là. Fait que Printemps éternel qui va être en version sous-titrée. Puis, c'est ça. En 2007, le film qui avait été soumis par le Canada, c'était Water de Deepa Mehta, qui est un film indien, qui était le dernier volet d'une trilogie, là, Fire, Earth, Water, quelque chose comme ça. Oui, quand même une cinéaste là, très cotée au Canada anglais, moins connue ici, mais effectivement, elle fait plusieurs années, je pense que ça fait pas loin de 30 ans là, qu'elle tourne des films. Mais ce qui est surprenant, c'est que souvent... on a vu les films, on dirait que même on doit être dans les délais, c'est juste dans mon souvenir, c'était plus tard que ça qu'on envoyait la soumission, puis tout de suite, il y a eu des communiqués de Téléfilm Canada et tout, comme voici, puis c'est quoi ce film-là, d'où ça sort, puis fait que c'est le meilleur buzz pour son éventuelle sortie, plutôt que de dire « Les Oiseaux Vivent, c'est un bon film », finalement, il va nous représenter, là, on fait l'inverse, on dit « Allez le voir, c'est ça qui va nous représenter ». Mais comme dit, leur choix aussi à l'équipe de sélection, c'est le comité de sélection, c'est le meilleur film, mais c'est aussi le film qui a le plus de chances de percer, de se rendre loin. Fait que des fois, je pense qu'un drame familial, il y en a dans tous les pays puis tout le temps, tandis qu'une histoire aussi unique et singulière que celle-là, a plus de chances de se démarquer. D'autant plus avec toute l'actualité, les relations tendues avec la Chine et tout ça, donc c'est sûr qu'il n'y a sûrement pas un hasard non plus des fois dans ces choix-là. Exact. Moi, de mon côté... restons au Canada et plus précisément au Québec. On a annoncé le tournage d'un film pour ados, Cœur de slush. Ah, oui. J'en parle parce que c'est quand même un roman qui est très, très bien vendu à sa sortie de Sarah Maud Beauchesne, qui est plus connue pour sa série L'Académie sur Illico et TVA. Donc, mais ce qui est particulier quand même, c'est que ça fait 6 ans qu'on avait annoncé l'achat des droits et l'intention d'en faire un film. Donc, probablement que pandémie oblige aussi, ça a mis un peu de côté la chose. Donc, c'est Marie-Lee Wolfe qui sera la réalisatrice. Et ça met en vedette, là je vais sortir mes lunettes, Liliane Skelly, qui est connue plus pour son rôle de Sabrina dans Effets secondaires, une série pour ados à Radio-Can. Je suis trop vieux pour ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Et dans District 31, elle jouait le rôle d'Emma. Et Camille Felton aussi. Donc, voilà. Et de quoi raconte rapidement Cœur de slush? C'est 2 sœurs qui tombent en amour avec le même gars. Donc, évidemment, ça va créer des frictions entre elles. Mais bonne chose parce qu'effectivement, le cinéma pour ados québécois, c'est rendu une denrée rare. On avait déjà évoqué aussi cette pas problématique-là, mais le manque vraiment là, d'offres pour cette catégorie d'âge-là. Alors, espérons que ça connaîtra un certain succès. Voilà. Et tiens, je vais y aller. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a. Je ne sais pas si on va avoir des trucs qui se recroisent. C'est tombé peut-être plus la semaine dernière, mais ça nous avait passé sous mon radar, si je peux dire. The Batman 2.
Warner Discovery, là, bien qu'ils ont coupé plein de projets depuis la fusion des deux compagnies et tout, ils ont donné l'aval pour la suite à The Batman, fait que ça va être encore Matt Reeves à la réalisation et au scénario, mais il va être co-scénarisé avec Mattson Tomlin, qui, on dit, avait pas tout à fait les mêmes crédits, là, mais il y avait comme un crédit d'aide sur le premier. Là, il était arrivé un peu en renfort pour aider à soutenir le tout. Fait que là, dès le départ, il dit travailler ensemble, les garçons, ça va bien aller. Mais en plus, dans tous les projets que Warner avait coupés, là, il y avait le fameux de Batgirl qu'on a vu. Puis je pense qu'il y a une série, Batman Caped Crusader aussi, que je sais pas si elle était prête ou ils ont juste coupé avant, fait que c'est drôle. Ils coupent des projets de l'univers Batman, mais ils donnent l'aval à d'autres. Là. C'est sûr que The Batman a fait ses chiffres puis mérite une suite dans certains univers, mais pour l'instant, on sait rien. Ça va-tu être le Joker qui était teasé? Je pense qu'il va y avoir une série sur le Pingouin aussi, c'est vrai. Effectivement, et il devait y avoir une série sur Arkham Asylum, donc l'asile, qui, elle, n'a pas eu le feu vert encore, piloté par Matt Reeves, qui fait partie du même univers, donc qui l'a. Je pense qu'on veut déjà établir finalement que les méchants sont déjà dans l'univers de Batman, donc on n'est pas obligé toujours de raconter les origines de ces personnages-là. Donc j'ai hâte de voir. Effectivement, de ce que j'ai lu un peu, tout le monde se questionne, est-ce que ce sera le point de départ d'un nouvel univers partagé DC ou d'autres personnages comme Superman, Wonder Woman apparaîtront un jour? Ça là, finalement, ça ressemble à ce que Disney a fait avec sa chaîne spécialisée puis toutes les séries que t'es pas obligé de les voir pour le film, mais c'est un complément, puis si tu l'as vu, tu vas avoir des petits clins d'œil ici et là. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont pas fous puis qu'ils copient un peu sur l'autre en disant... c'est sûr qu'on suit le modèle à succès. La bonne nouvelle, c'est que Matt Reeves a vraiment signé un gros contrat à long terme pour plusieurs projets, donc je pense qu'il va être un des cerveaux un peu du rebranding de l'univers DC. Ce qui est drôle parce que tu parlais justement de la série Batman Caped Crusader, qui était un dessin animé, une série animée. Ouais. Et ça s'inspirait de la série classique des années 90. The Animated Series. The Animated Series de Paul Dini, qui a tellement marqué une génération. Et j'ai vu qu'il magasinait la série ailleurs, sur une autre plateforme, ce qui est quand même ironique, parce que ça appartient à Warner Discovery, quand même la franchise Batman. Donc, est-ce qu'ils vont permettre, exemple Netflix, de ramasser ça? Il paraît que Netflix a regardé ça. J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr que je pense que ça fonctionnerait parce qu'il y a assez de gens nostalgiques de cette série-là qui seraient curieux de revoir ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais j'avoue que les Batman Animated Series, ça a quand même beaucoup marqué mon enfance. Là, c'est le dessin animé que je me souviens le plus écouté. Ouais. Mais je les ai jamais comme réachetés en édition, coffret, Blu-ray. Les quelques fois que j'étais sur un coup de tête sur des sites internet de vente, il était un prix de fou, là, genre $100 ou je sais pas quoi. Puis j'étais non. Mais c'était ma fête la fin de semaine dernière. Fait que si vous voulez m'envoyer... un beau cadeau. Non, je l'ai pas eu, mais si quelqu'un veut m'envoyer le coffret, voilà, c'est ça. Ça va me faire plaisir. Là. C'est un bon appel. Ça, c'est un peu relié au cinéma. Là. Je ferai ma demande. Moi, c'est fin septembre, donc je vais penser à ça. Mais pour te dire, moi, je les avais réécoutés avec mon garçon là, qui a 23 ans. Donc, moi, je pense que j'avais acheté que le premier coffret à l'époque. Il devait avoir 5-6 ans là, dans ces années-là. Puis on l'avait réécouté et ça avait vraiment bien vieilli, honnêtement. Là. Je pense que c'est la meilleure, encore à ce jour, la meilleure adaptation visuelle des univers de bande dessinée. Là. Même les films live n'ont pas atteint encore, je pense, ce degré-là, même s'il y en a eu des très bons. Là, mais je pense que c'est la demeure la plus fidèle. Ouais, j'ai plus mes figurines, par exemple. Ah ouais, t'en avais plusieurs? Ouais, j'avais beaucoup de petits jouets Batman, puis j'en avais plein de chacun des films, un peu, tu sais. Puis il y avait tout le temps des gadgets comme les Ninja Turtles, là, avec genre un saut pour aller dans l'espace, là, ce qui fait pas de sens. Mais tu voyais, selon sa découpure, si plus ou moins les muscles plus ou moins découpés. Tu sais, celui des Animated Series était plus comme chesté. Là. Il était large, mais il était pas découpé au couteau. Ceux des films étaient plus de même, là, les bat abdos. Là. Avec les bat nipples. Oui. Donc, pour ma part... T'en avais-tu d'autres, toi? Oui, il m'en reste. Bon, je vais aller dans un petit fait divers pour les amateurs de Star Wars qui aimeraient un jour peut-être mettre la main sur un objet authentique des films. Il y a eu j'en ai juste le mot en anglais, auction, une vente aux enchères. Une vente aux enchères, merci.
du pistolet d'Han Solo, donc utilisé dans le premier film, A New Hope, l'épisode 4. C'est le dernier qui est encore en circulation, là, vraiment parmi les props. Donc, il n'y en a pas d'autres exemplaires. Souvent, ils vont faire 4-5 copies là, du fusil, tout ça. Et il s'est vendu pour la somme d'1 million de dollars il y a quelques jours. On l'estimait entre 300 000 à 500 000. Finalement, ça a été le double. Alors, on ne sait pas qui est l'acheteur, mais... Vraiment, ça doit être quand même cool de dire « Hey, je possède le fusil que Harrison Ford a tiré avec. » Ouais, puis il doit juste faire des blagues après de je tire le premier, puis moi d'abord et tout le temps. Là. Il y a Ocean's 11 qui est dans les rumeurs, mais assez fondées, qu'il y aurait un nouveau volet, je sais pas si on dit un 4e ou un 5e, si on compte le Ocean's 8, là, le volet féminin. Fait que une nouvelle remouture plus l'original. En tout cas, Margot Robbie, puis le réalisateur Jay Roach, là, qui est derrière à l'époque les Austin Powers, les Meet the Fuckers, plus récemment des Trumbo puis Bombshell, dans lequel il y avait Margot Robbie, justement. Bref, ces deux-là sont attachés depuis mai au projet. Fait que ça a l'air d'être vraiment en branle pour en faire un. Et là, dans ce qu'on entend dire, c'est que Ryan Gosling serait en discussion, qui lui co-star, co-vedette avec Robbie dans Barbie, là, qui n'arrête pas de nous surprendre avec des images qui détruisent l'Internet. Et on aurait une intrigue en Europe dans les années 60, ce qui rappelle un peu plus le film original avec Sinatra puis le Rat Pack. Et au scénario, c'est Carrie Solomon qui est déjà à l'écriture, mais c'est quelqu'un que moi, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Elle n'avait pas vraiment de crédit pour le moment. Fait que ça a l'air de vraiment s'en venir, mais bref, est-ce que Ryan sera attaché ou pas? Puis le fait je sais pas si Margot Robbie est là comme productrice ou si elle serait dans le film également, puis qu'on aurait peut-être une dynamique plus goffée que juste Gaga ou Fifi. Là. Ouais. Fait que à découvrir un de ces quatre, puis ça, ça va sûrement être un autre projet de la Warner là, dans leur nouvelle mouture. Là, moi, s'il y a Margot, c'est certain que je vais y aller. Sinon, pour une note plus triste, quand même, une jeune comédienne qui est décédée il y a quelques jours. De manière pas surprenante, mais comment dire, inattendue. On ne connaît pas la cause du décès, mais c'est, je vais bien dire son nom encore là, Cheryl B. Dean, qui va jouer dans le film Triangle of Sadness. On avait parlé justement, je pense qu'il y a une semaine ou deux, de la bande-annonce qui était sortie. Ouais. Donc, c'est vraiment des deux co-vedettes du film. Là, à la base, c'est une mannequin. Elle a tourné dans des petits projets, mais là, c'était vraiment son premier grand rôle. Là, plus, elle fait comme le couple d'Instagrammeurs mannequins avec Harris Dickinson. Là. Donc, voilà, quand même une triste nouvelle. 32 ans, donc décédée subitement à New York. Peut-être qu'on en connaîtra plus là-dessus dans les prochains jours. Et dernier truc pour moi, The Gorge, la gorge, non, je ne sais pas ce que ce sera en français, ça va être le prochain projet de Scott Derrickson, lui qui nous a offert au début de l'été Black Phone, qui est quand même un très beau succès. Black Phone qui a rapporté à peu près 150 millions de dollars, qui en avait coûté 25, fait que pour c'est Blumhouse, il me semble. Fait que une autre belle réussite. Et là, lui était déjà attaché à ce film-là, The Gorge, mais là, on vient de lier Miles Teller au projet, qui lui aussi est un beau succès de l'été avec son rôle dans Top Gun Maverick. On sait très peu de choses pour l'instant. C'est que c'est un scénario qui serait de beaucoup d'action puis qui mélangerait les genres avec une histoire d'amour au travers. Fait que je sais pas si c'est la manière polie de dire que ça va être quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, genre dans les années 90. Mais Derrickson a toujours fait de très bons trucs, des twists dans l'horreur et le suspense. Fait que curieux de voir comment il apporterait un genre de love interest avec tout ça. C'est attaché avec la maison de production Skydance pour l'instant, qui, eux, ont d'habitude un deal avec Paramount, mais Derrickson, d'habitude, il était avec Universal, fait qu'on sait pas trop qui va distribuer ça au final, tant qu'on l'a sur nos écrans. Et pour l'instant, c'est Zach Dean qui est au scénario, qui est, en tout cas, c'est lui qui a fait Tomorrow War, qui est pas un super succès, qui s'est ramassé en film de plateforme, justement. Mais il a toujours travaillé avec C. Robert Cargill sur toutes ses adaptations au cinéma, même Doctor Strange, c'était aussi lui qui était son chumé au scénario. Fait que ça serait pas surprenant de le voir apparaître à m'amener en co-scénariste puis en petit coup de main. Fait que c'est tout pour moi. Ben excellent. Alors passons tout de suite aux sorties en salle. On nous va avec notre film
français de la semaine. Donc, en attendant, Bojangles de Régis Roinsard. Oui, il a fallu que je l'écoute pour savoir que c'était ça, Bojangles, comme la toune et tout. Là. Je savais pas si c'était Bojangles ou Bojangles. Ou, en tout cas. Mais c'est à l'américaine. C'était un drame romantique de Régis Roinsard, lui qui avait offert plus récemment Les Traducteurs, qui était plus un suspense, mais il y a quelques années déjà populaire, qui était avec Romain Duris, là, le concours de secrétaire. Et on retrouve encore Romain Duris, donc il renoue avec lui, et l'excellente Virginie Efira. C'est un scénario de Romain Compin qui avait travaillé avec Roinsard sur ses 2 précédents films. Il était aussi sur Les Magnétiques qu'on a parlé ce printemps. Et c'est d'après le livre de Olivier Bourdeau, de quand même assez récent, 2016, mais qui a été un certain succès. Ah oui, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus en France. Ça a été comme un phénomène littéraire incroyable. Alors, En attendant Bojangles, on suit un peu Gary, qui est le jeune garçon qui voit ses parents, Camille et Georges, donc Virginie Efira et Romain Duris, qui sont tout le temps en train de danser sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Puis, ils reçoivent tout le temps leurs amis chez eux, ils font la fête, ils sont un genre de couple qui ne s'attachent jamais à la réalité, ils sont toujours comme en train de faire de l'impro, là, en train de s'inventer des personnages, s'inventer des vies, des lubies, puis ils remettent tout de côté, ils ont une montagne de paperasse, leur animal de compagnie, c'est une grue, là, un oiseau, puis un oiseau est très exotique, là, puis... Ils sont pas dans la convention. Non, vraiment pas, ils sont juste dans le plaisir, puis d'être toujours ensemble tout le temps, mais... À un moment donné, le Georges et son fils vont réaliser que leur mère est en train de peut-être sombrer dans cette folie-là puis ne plus discerner la réalité de toutes ces histoires qui se sont inventées. Donc, tu l'as bien dit, on navigue en partie conte et un côté plus fantaisiste au début qui vire vraiment dans un drame plus sombre, plus le film avance. Pour ma part, j'ai trouvé le film quand même assez intéressant. J'aurais aimé juste être impliqué un peu plus émotionnellement, je dirais, dans le film, parce que c'est un beau film qu'on regarde, je trouve, de l'extérieur. Les comédiens sont vraiment incroyables. Là, encore, on a 2 pur sang, c'est sûr, qui sont fascinants à voir. Et Virginie Efira, on l'y croit vraiment. Même dans son regard, il y a une espèce de vide des fois. Là, c'est vraiment hallucinant comme performance. Mais je pense que ça tombe un peu dans la catégorie des adaptations de romans qui n'est pas à la hauteur, je pense, du potentiel que le film aurait pu avoir. Boudez pas votre plaisir, ceci dit. Mais de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai jamais lu le roman, mais dans le roman, l'histoire est racontée du point de vue du jeune garçon. Et je pense que peut-être cet élément-là, dans le film, aurait pu rajouter une autre petite dimension, juste pour me faire plonger un petit peu plus dans l'univers, avoir un regard peut-être un peu plus naïf, enfantin. C'est sûr qu'aussi la plume de l'auteur doit contribuer beaucoup, je pense, au succès du roman. Et je trouve qu'il manquait peut-être juste ça un peu dans le film pour nous faire embarquer un petit peu plus. Mais c'est peut-être... Je vois pas... écoute, je suis loin d'être un metteur en scène, un réalisateur, mais je vois pas... C'est quand même difficile de faire la perspective du garçon, mais que tu comprennes tout ce qui se passe. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est souvent là dans les scènes, donc quand les adultes lui parlent, ils vont comme altérer les mots pour parler avec le discours d'un enfant. Fait que tu sais ce qui s'est passé ou tu devines à travers la perspective de cet enfant-là, mais on n'est pas complètement dans son corps en train de voir tout le temps de son point de vue. On est quand même, c'est une caméra, fait qu'on le voit de l'extérieur. Tu peux pas avoir des narrations tout le temps, ça serait lourd. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'il y a tout le temps une dimension différente entre un livre et un récit. Écoute, c'est ça. Faudrait le lire pour savoir si c'est bien adapté ou pas. J'ai beaucoup aimé quand même, c'est la mise en scène de cette folie-là, de voir ces acteurs comme improviser constamment, faire des tirer à l'eau habillés, faire des trucs qui ont pas de sens, tu sais. Et ils ont une belle chimie entre les deux. Vraiment. Ouais, définitivement. Puis, en tout cas, pour revenir au thème du récit, ce qu'ils vont dire, c'est un peu, son imagination, c'est sa plus grande force, puis ça devient sa faiblesse aussi, là. Puis que je pense qu'ils disent, il y a plein de belles phrases que tu pourrais te faire tatouer, là, si t'aimes ça, là, genre quand la vie sera trop triste, inventez-moi une belle histoire ou une affaire comme ça, là. Quand la vérité sera pas assez belle, inventez-moi une belle histoire. Puis je me demande vraiment si c'est compliqué de tourner. La grue avait l'air d'un vrai oiseau, là, pas l'air en 3D, là. Ouais. Puis ils font faire quand même certaines choses, puis des fois c'est très bruyant. Il y a un moment où genre comme picasse de la peinture. Fait que je me demande juste qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire la fausse texture, mais qui va pas mettre en péril la vie de l'oiseau. Là.
Ben, ça, en plus, on aura la chance, tant qu'à en parler, de s'entretenir avec le réalisateur, probablement dans l'autre épisode du balado. Donc, ce sera tous des questions qu'on voudra lui poser, assurément. Puis, je reviens sur la chanson de Mr. Bojangles. En fait, c'est une chanson qui a été, je pense, composée par Jerry Jeff Walker, qui était plus très folk country. Mais dans le livre, on parle de la version de Nina Simone, qui l'a vraiment popularisée, puis ils dansent et ils la font jouer vraiment souvent. Mais là, peut-être pour une question de droit d'auteur ou de raccord, dans le film, c'est une reprise de Marlon Williams, qui a été arrangée par Olivier et Claire Manchon, qui sont eux qui signent la musique de tout le film. Fait qu'ils ont refait aussi l'adaptation de cette tune-là, puis qui revient à plusieurs moments en sourdine, là, qui la mettent... Ouais, c'est ça, puis on l'a peut-être pas dit, le récit se passe dans les années 60, il me semble, dans les années 60 en France. Fait que c'est très rétro là, de mettre le vinyle puis d'aller peinturer des murs turquoises. Là. Et ce récit-là a été adapté plusieurs fois. Il a été adapté en bande dessinée en 2017, ça a suivi en radio-roman, au théâtre en 2018, puis il y a eu un roman illustré par la suite. Le film est sorti en janvier dernier en France, puis il y a aussi, suite à ça, une expo de peinture à Paris qui est sorti avec des toiles inspirées du roman et du tournage du film. Fait que c'est un film événement. Oui, vraiment. Oui, c'est ça. C'est assez, je dirais pas singulier, mais ça arrive pas souvent qu'une œuvre comme ça est rapidement adaptée, a gagné plusieurs prix. Puis en plus, c'est une première œuvre pour cet auteur-là qui, je suis allé lire un petit peu sur Bourdeau, puis c'est ça, il avait déjà travaillé sur un premier roman, un premier manuscrit qui était beaucoup plus sombre, qu'il n'avait pas réussi à publier. Et c'est en allant visitant ses parents en Espagne qu'il a juste décidé de se lancer dans une histoire plus légère, on s'entend, entre guillemets, là, mais quand même peut-être sur un ton, une plume plus fantaisiste. Et dès qu'il a soumis ça, un éditeur a tout de suite accepté de publier. Puis c'est vraiment une histoire Cendrillon, comme on dit. Là. C'est touché de jackpot. C'est incroyable. On va vous laisser la surprise de voir, ça finit-tu bien, ça finit-tu mal. Mais c'est super intéressant de voir cette évolution, où va le récit, parce qu'on disait que quand elle commence à mêler un peu la réalité, ça vire pas en suspense, ça vire juste que ils voient que leur mère a l'air un peu semi-névrose, elle devient un peu dangereuse pour elle-même. Ouais, c'est ça, d'en prendre des décisions que t'es comme, ok, t'es en train de jouer, là, t'es trop intense dans ton personnage, fait que peut-être que tu le sais plus, là, ce qui se passe, t'sais. Puis, ben, on est aussi dans... On nomme jamais aucune maladie, aucun trouble, surtout que le père se comprend ce côté-là, il veut préserver son enfant, fait qu'il dit, ben non, il n'est pas malade, il est juste fatigué, il faut s'en occuper convenablement. Puis, tu sais, les soins médicaux de l'époque, nous autres, on a eu Alice Robbie ici, par exemple, des choses comme ça, c'est pas... ça évoque beaucoup ça. C'est pas avec douceur, surtout des asiles juste pour des femmes, c'est des bains d'eau frette, puis des électrochocs, puis bonne journée, là, tu sais. Ça navigue un petit peu là-dedans, mais je vous ai rien dit dans le sens aller voir le film, c'est quand même fantastique. Alors, prochain, allons du côté de l'Espagne, si je ne me trompe pas. Oui, la comédie satirique Un bon patron, ou en titre original El buen patrón, réalisée et écrite par l'Espagnol Fernando León de Aranoa, qui a fait surtout des films en Espagne, mais un qui avait été un peu distribué ici, c'est A Perfect Day, qui avait entre autres Benicio del Toro, Tim Robbins dans ce film-là en 2015 à peu près, qui était sur des travailleurs humanitaires. Mais là, ici, c'est Javier Bardem, l'excellent, qui joue un patron d'entreprise très paternaliste. Fait que il attend pour avoir un comité qui vient visiter son usine de balance, de pèse-personnes, de balance de tout type. Fait qu'il est quand même sur les nerfs. Et notre bon Juan Blanco, qui est l'héritier justement de cette fabrique familiale-là, il doit comme d'urgence redresser quelques situations problématiques dans son usine. Fait qu'à sa manière, très paternaliste et autoritaire, un peu bon ami, mais qui veut toujours tirer les ficelles à son avantage. Fait que là, il y a un problème avec un congédiement d'un employé qui prend des trop grandes proportions. Il y a un contremaître qui a des problèmes conjugaux, puis ça affecte ses performances. Et il y a une nouvelle stagiaire plutôt charmante qui fait son entrée à l'usine. Fait que c'est pas la comédie satirique qu'on rit du début à la fin. Il y a comme un moment où on établit toutes les pièces de l'échiquier.
Puis là, à un moment donné, au fil qu'on voit les tensions puis les ramifications de ses actions, ou comme à chaque fois qu'il pense avoir fait un bon coup, que ça revient de l'autre sens, c'est là qu'on rit jaune un peu en regardant le film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là, d'entrée de jeu. Ouais, mais moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Est-ce que ça fait un peu farce française, un peu dans non, le ton? justement, Pas du tout là. J'aurais de la misère à donner un comparable là, on dirait qu'il y a comme rien, tu sais, ou peut-être un peu à la Fargo, là, dans le sens que tu peux... C'est quand même un peu ouais, noir. ça n'est pas, comme... c'est ça, pas violent de même, là, mais tu sais qu'il y a quelque chose que tu ris de la misère de William H. Macy, que son plan marche vraiment pas comme il voulait et tout. Mm-hmm. Sauf que le personnage de Bardem est quand même beaucoup plus intelligent que celui de Macy dans cette histoire-là, mais ce ton-là un peu que tu vas pas te taper sur les cuisses, mais des fois tu vas sourire, puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà eu une patronne, mais souvent un patron très paternaliste, il y a ce côté-là. Bardem, il est vraiment bon là-dedans. Il a son look qui a l'air un peu... Il est un peu pas tant sympathique, mais qu'il essaye d'être sympathique beaucoup. Mais les gens, ils sont respectueux avec parce que c'est leur boss, pas parce qu'ils veulent que ce soit leur ami ou leur mononcle. Mais c'est pas le côté comme Michael Scott dans The Office. Là, il est pas débile, là, il est très intelligent puis dans sa position. T'sais. Fait qu'au fil du récit, on suit comme l'avancement toute la semaine. Là, on va voir plusieurs jours pendant une semaine ou deux là, jusqu'à temps qu'on vienne visiter l'entreprise parce qu'il veut gagner le prestigieux prix. T'sais. Puis dans son jeu, il est toujours en train de serrer la main des gens, les manipuler corporellement. Puis je connais pas toutes les études là-dessus, mais c'est souvent une prise de contrôle. Là, quand tu serres la main puis que tu viens chercher le triceps, là, tout le bras en arrière, puis je vais parler à sa place parce qu'elle est un peu nerveuse en mettant la main sur l'épaule, mais tu sens que c'est un peu aussi une façon de dire... Tu sais, tasse-toi, quand il fait un discours, il faut qu'il monte sur une marche ou de quoi pour être plus haut puis parler vraiment à tout le monde. Fait que, tu sais, il est fier pète pas mal, là, comme on dit. Fait que... mais c'est disponible en espagnol, sous-titré français ou sous-titré anglais, là, selon votre cinéma. Fait que, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Allez-y pas pour... C'est la comédie de l'année, comme je dis, qu'on se tape ses cuisses, là, mais un Bardem solide, excellent dans un personnage, tu sais, comme... qui devient un peu haïssable, mais qui ne l'est pas nécessairement, puis qui est drôlement réaliste, finalement, dans cette histoire-là. Excellent. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est le retour de Spider-Man. Je ne sais pas s'il y a une espèce de course au box-office pour dépasser un autre film, améliorer leur score, parce que c'est un peu curieux qu'on ramène Spider-Man No Way Home 6 mois, même pas après qu'il ait quitté l'affiche. Ben là, il peut pas. Ben, c'est pas pour les Oscars, parce que dans le fond, il avait passé la loupe l'an dernier, puis il avait pas été. Il avait tristement pas été choisi des mini-tollés annuels des Oscars. Fait que ça s'appelle maintenant Spider-Man No Way Home, mais en parenthèse, The More Fun Stuff version, parce qu'on a ajouté un généreux 6-7 minutes là, de scènes supplémentaires au travers. Mais j'ai regardé ces chiffres, il était à comme 804 millions. En Amérique du Nord, 1,9 milliard. Fait que je penserais pas qu'avec une ressortie, il va faire 100 millions. Non, ça serait étonnant. Et elle a déjà pas mal pressé le citron. Là, il était à l'affiche genre 16 semaines. Là, fait que pour moi, il va faire une coupe d'argent. Je sais pas, ça doit être aussi pour mousser une éventuelle sortie Blu-ray puis des affaires comme ça. Là. En fait, un des avantages, c'est que c'est pas un gros week-end. T'sais, les films qu'on vous a nommés, nous, on les aime beaucoup, mais c'est pas des grosses sorties internationales puis nord-américaines et tout. Là. Fait que c'est souvent une faible fin de semaine, la fête du travail. Malheureusement, on dirait que ça marque la fin de l'été, mais pas encore les films plus... de festivals et oscarisables et tout qui vont arriver plus tard à l'automne. Fait que c'est peut-être pour ça ils ont dit il y a comme pas tant de nouveautés action. On avait des films d'horreur Invitation la semaine passée. Fait que dire regarde, on va ramasser ça. Est-ce qu'on a une petite idée de qu'est-ce que contiennent les scènes? Non, je sais pas beaucoup. Ils ont fait une petite bande-annonce, un petit teaser de 30 secondes. On voit qu'il y a une petite scène de backflip dans un gymnase, mais j'en sais pas plus. Je sais pas si je vais retourner le voir juste pour... Ouais, moi aussi, c'est la question que je me posais. Parce que je l'ai quand même vu plusieurs fois. Moi je l'ai vu juste une fois, mais c'est ça, c'est quand même... là, il est rendu, je pense, c'est quasiment 160 minutes, presque 2h40. Fait que, disons si ça donne, là, mais je veux pas remuer ciel et terre pour y aller. Il y a Jaws aussi qui ressort dans certaines salles en IMAX puis en Real 3D. Là. C'est sûr que c'est des effets qu'on a ajoutés, fait que c'est super remasterisé, 3D, tout flatté, la belle affaire pour des écrans géants. Par contre, je sais pas trop pourquoi on fait ça là, parce que c'est sorti en 75, fait que c'est pas c'est comme un 47e anniversaire, genre, c'est un peu
Bizarre, mais quelques cinémas, je pense qu'il est juste disponible en anglais aussi. Spider-Man il est disponible en français, version québécoise aussi, là, la version allongée. Ouais, c'est une plus longue sortie, mais tu vois, ils avaient fait la même chose pour E.T. Lui, au moins, il célébrait un anniversaire, le 40e, donc il avait ressorti en IMAX, exclusivement en IMAX cette fois-ci. Donc, ils ont peut-être juste une belle relation avec Spielberg, puis ils ont décidé de. Ouais, puis c'est le même. C'est qui? C'est Universal, ça, ouais, qui c'est Universal les deux. Plus, peut-être qu'ils ont dit une pierre deux coups, là, tant qu'à faire travailler du monde là-dessus. Mais j'aurais été bien curieux de le voir. Quand même, en IMAX Jazz, ça doit être intéressant. Ouais, je sais pas, c'est ça. Moi, je suis pas fan de. J'aime la qualité, mais l'écran le plus grand possible, c'est pas mon bag. Pas surtout le 3D, encore moins. Là, ouais. Fait que. Non. Allez voir Spider-Man avant, je pense. Mais voilà, ça conclut l'épisode de cette semaine. Un peu moins de sorties, comme on a dit. La semaine prochaine, il y a Barbarian de Zach Cregger qui pique ma curiosité. Et j'espère que ça, on avait parlé un peu de la bande-annonce, là, du espèce de Airbnb, que le sous-sol a l'air de se passer plein de choses louches, avec entre autres Bill Skarsgård et Justin Long. Il y a ça, et il y a le documentaire québécois Je vous salue salope sur la misogynie à l'ère numérique aussi, qui, en tout cas, tristement d'actualité, m'interpelle beaucoup. Fait qu'on va essayer d'aller voir ça pour en discuter la semaine prochaine. Fait que d'ici là, contactez-nous au balado@monciné.ca. Et juste avant, j'oubliais, on prépare aussi à Québec, il y a le Festival de cinéma de la Ville de Québec, le FCVQ, qui s'en vient la fin de semaine prochaine, du 8 au 11. Ouais. Fait qu'on est en train de travailler un petit épisode spécial aussi qui va prendre, qu'on va mettre en ligne probablement, justement, pas un vendredi. Là, on nous reste une entrevue à faire avant de mettre ça en ligne. Fait que au courant de la semaine, on va vous offrir cela. Fait qu'on vous invite à aller déjà consulter leur programmation si vous êtes dans la Ville de Québec ou les environs pour voir ce qui est offert. Il va notamment avoir la première mondiale de Niagara de Guillaume Lambert le jeudi soir. Puis après, du vendredi au dimanche, une rasade de films et de courts-métrages. Et pour notre part, on vous invite, comme à chaque semaine, à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, cinéma et bon popcorn.